Bienvenue dans un épisode encore et toujours supplémentaire de Cinéma Arthur où cette fois-ci encore le focus ne fonctionne pas, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Ce sont les lois du marché, ce sont les lois de l'improbabilité et dans cet épisode-ci, après une votation franche, violente sur le Twitter, les gens ont choisi car là, maintenant, je ne sais pas si vous le savez, nous sommes dans un moment, c'est notoire, qui est l'abattoir du cinéma, nous sommes au milieu d'un mois que l'on nomme de manière enjouée celui de janvier, ce qui veut dire que grosso modo les films qui sortent ce sont ceux qui n'étaient pas assez forts pour sortir en décembre et ceux qui ne seront pas assez frais ou pas assez dotés d'un gros budget pour survivre au blockbuster de l'été, tout en sachant bien entendu que si les gens sont actuellement en train de penser à exploiter, ce n'est pas sale, des salles de cinéma, il se trouve qu'ils auront peut-être un minuscule bump et que ce minuscule bump ce sera celui des gens tristes ou en couple qui iront voir des comédies romantiques en février, car vous savez, quand vous êtes dans un couple, vous préférez bien entendu passer quelque chose comme 1h45 à ne pas devoir discuter, vous préférez vous faire défaire le bras par une demoiselle qui bien entendu s'accroche à votre bras, tandis que tout ci et tout cela, et vous regardez des gens qui sont plus physiologiquement attrayants que vous au cinéma afin d'essayer de raviver cette petite étincelle qui fait défaut à votre couple. Mais là maintenant, après une longue période de votation, les gens ont choisi, il sera question de Creed 2, ou comme j'aime l'appeler, Rocky 8. J'ai dû bel et bien faire le mouvement, je réfléchis à combien de doigts je suis en train de monter, car voilà, c'est ainsi, on ne se refait pas, mais toujours est-il, c'est de ça dont il sera question, c'est plus au-dessus d'une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'appelle Critique du Cinéma Arthur. Comme vous le savez certainement, Creed 2 a la particularité d'être l'adaptation de deux sujets culturels réellement divers, c'est-à-dire d'un côté le manga Hajime no Ippo et de l'autre côté la chanson de Claude Nougaro qui s'appelle Box, me semble-t-il, c'est bel et bien ça qu'il y a marqué sur la page Wikipédia, et si ce n'est pas le cas vous devriez l'y rajouter car c'est bel et bien là la logique que l'on s'attend à retrouver dans une œuvre comme celle-ci qui vous met dans la peau, ou plutôt dans l'univers improbable et impitoyable d'un homme qui se nomme Adonis Creed, car c'est bel et bien le fils d'Apollo Creed. Alors vous n'auriez jamais pu penser que Apollo Creed c'était son vrai prénom, hein, d'une manière ou d'une autre, mais il se trouve que c'est bel et bien son vrai prénom. C'est ainsi qu'il se nommait, ce n'était pas un nom de scène, ce n'était pas simplement pour le show business, c'est ainsi que ses parents l'avaient nommé, hein, c'est assez logique, et que donc quand il eut un fils illégitime, il s'est dit, ce serait une bonne idée de continuer la tradition des noms qui sont chelous et qui nous viennent du monde antique, alors je vais appeler mon fils Adonis. Et c'était son fils illégitime, vous savez, son fils Adonis, le bon lait de brebis, le fœtus à la kiss, ou la fœtus à la kiss. Donc, c'est assez simple, l'homme était un enfant illégitime, puis après il a été légitimisé par la veuve d'Apollo Creed, qui voulait en quelque sorte avoir une dernière forme de reste de son mari disparu, bien entendu, qui avait fait ce fils en dehors des liens du mariage, et que donc vous vous retrouvez avec le lien improbable du fils qui a été légitimisé par la mère, qui n'était pas sa mère, mais qui est devenue sa mère, vu que lui, il était bien entendu orphelin, qu'il était dans les maisons, on était susceptible ou pas d'essayer de l'adopter, que ça lui donne tout ceci, ou oui, c'était un cool enfant des rues qui a appris à se battre, car les gens pensaient, du moins le savaient-ils, qu'il était le fils d'Apollo Creed, et que de l'autre côté, bien entendu, il était l'un de ces grands succès du monde corporate où il avait trouvé un boulot, il était en train de gravir les échelons du succès, mais au fond de lui, il avait ce doute, et si seulement je marchais dans les pas de mon père, même si je suis fort petit par rapport à lui, peut-être saurais-je, en somme,
être une star de la boxe, car vous savez, les pouvoirs pugilistes se transforment et se transfèrent même afin d'utiliser la permanence idoine de père en fils et non pas de fils en père, car ce n'est pas ainsi que cela fonctionne, le flux de les choses temporelles qui se présentent dans la quotidienneté. Donc, imaginez, le premier c'était l'histoire d'un homme qui apprend décidément que lui aussi il peut s'élever par ses efforts sportifs au niveau du nom, qui est le sien, mais qui est aussi celui de son papa. Et que dans cet épisode-ci, surprise, surprise, on va aller directement avec ce qui devrait probablement être la fin d'une trilogie. Nous allons sauter, hop, dans les incroyables canaux de la tragédie traditionnelle avec, mais en fait, il va devoir se battre contre le fils de l'homme qui a tué son père, vous savez, Victor Drago, le fils d'Ivan Drago, un homme dont Stallone disait encore en quelque sorte dans les interviews il y a quelques années que sans doute qu'après sa défaite face à Rocky, vous savez, Rocky Bilbao, le fameux boxeur que probablement qu'Ivan s'était suicidé à force de boire de la vodka, car un athlète de son genre n'aurait probablement pas bien pris l'échec. Après, Sylvestre Stallone, il a réfléchi quelques instants et il s'est dit, oui, non mais en fait, peut-être que ça peut être genre le père et le fils qui entraînent en quelque sorte d'une manière ou d'une autre l'un à travers son exemple d'homme qui est mort sur les incroyables carrés de satin du combat de la boxe. Je ne sais pas si les rings sont faits de satin, mais je ne trouvais pas le terme ring dans ma tête. Et de l'autre côté, l'homme qui, rongé par l'échec, veut vivre son comeback à travers son fiston et que ce serait en quelque sorte très profond, etc., etc. Alors réfléchissez un bref instant à ce dont il pourrait être question dans votre esprit si jamais vous deviez écrire un scénario pour un film de ce style-là, et sans surprise, c'est précisément ce film-là, sans réelle surprise, qui vous a été proposé par ce film qui s'appelle Rocky 8. Et maintenant, un extrait. It's time, kid. It's like nothing really matters to him right now, including me. You gotta think real hard about this. I'm taking the fight. Victor Drago, son of Ivan Drago, who infamously killed Apollo Creed, appeared today to issue a challenge. That kid was raised in hate. It's dangerous. C'est à ce stade-ci des opérations que l'on doit bel et bien admettre que le premier film Creed, ou comme on l'appelle traditionnellement, Rocky 7, je voulais dire Rocky 7, avait la particularité, c'est certain, d'être plutôt bien réalisé, plutôt bien scénarisé, d'avoir en particulier une capacité à filmer de manière inouïe et peut-être même inédite, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'était à deux doigts de l'être, les combats du domaine de la boxe. Car on sait ceci, c'est que traditionnellement, la manière télévisuelle de filmer ce type de combat, c'est vous avez un plan fixe, puis après vous avez quelques plans de coupe et que l'intégralité est censée vous représenter cette manière que vous avez de voir ce type d'événement, et que la force d'un film comme Creed, c'est d'avoir certes un scénario et une unité de ton entre le scénario et la réalisation qui font que on essaye de présenter tout ceci de manière esthétique, de manière intelligente, et de vous donner certes des petits moments de bravoure comme ce combat certes chorégraphié mais présenté dans un plan séquence. Vous voyez à quel moment la dynamique de ce combat pugilistique est en train de bouger en avant, en arrière, en faveur de l'un, en faveur de l'autre, et que c'est un petit moment de cinéma dans une série comme celle-ci qui n'a jamais brillé pour la qualité de sa réalisation. Alors vous dites, mais comment est-il possible que Creed 2 soit une version inférieure de tout ceci? C'est très simple, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, peut-être même là maintenant, c'est qu'il se trouve que le scénariste, qui se trouve être aussi le réalisateur du premier épisode, il est parti chez Marvel pour bosser sur Black Panther. Et il me semble assez logique qu'on ne peut pas lui en vouloir d'avoir suivi l'argent, mais le fait est qu'il avait un plan pour tirer une trilogie de son idée de oui mais maintenant à faire comme qu'il irait Rocky mais avec le fils d'Apollo Creed, et que mes avis que son plan c'était plutôt de terminer sur un combat avec le fils d'Ivan Drago, car c'est là, comme le disent les scénaristes, que la boucle est bouclée. On est arrivé à faire l'apanage de l'intégralité des forces de ce personnage qui est bel et bien Adonis Creed, en présentant cette idée au public que oui, il était en train de marcher dans les pas de son père, qu'il a excellé, mais qu'en plus il l'a dépassé, que j'aurais eu comme idée que sans doute que dans le deuxième épisode il est censé simplement, je vais finir par faire cette phrase correctement, par devenir champion du monde. C'est ce qui se passe dans les 5 premières minutes du film.
Adonis devient champion du monde. Puis il se dit, je vais épouser ma femme, que vous savez, c'est une chanteuse, mais elle est sourde. Elle est jouée par Tessa Thompson. Et dans ce rôle-là, Michel B. Jourdan, le fameux acteur que vous avez vu, je ne sais pas, moi, dans Les 4 Fantastiques, ou dans Black Panther, où il jouait le héros du film, celui qui voulait renverser un terrible système tyrannique médiéval où les gens, ils boivent du soda pourpre et ils deviennent super forts et qu'il y a un combat pour savoir qui ce sera le chef. Et il dit, c'est ridicule. Et que, voilà, vous avez vu Black Panther, vous savez que ça ne se tourne pas nécessairement dans son sens à Eric Killmonger, et que l'intégralité de tout ceci vous donne une situation où c'est assez artificiel. On voit bien qu'on est censé s'inspirer de Rocky, je ne sais pas si c'est le 5 ou est-ce que c'est le 4, où Rocky est devenu une star et que décidément il vit dans un monde où l'argent est à disponibilité et qu'il ne doit plus se battre pour survivre. Il a perdu l'œil du tigre et qu'il a perdu ce combat particulier envers lui-même pour rester réaliste à ses envies, etc., etc. Et donc, sans surprise, dans cet épisode-ci, Adonis va perdre face à son premier combat contre la brute ukrainienne, un homme qui se nomme Victor Drago et qui est joué ici par un réel boxeur, si j'ai bien réellement compris comment c'est censé s'articuler l'intégralité de tout ceci, qui s'appelle Florian Munteanu, et que Florian Munteanu joue le fils de Dolph Lundgren, un personnage que vous connaissez grâce à la série. Cette série, je n'ai pas besoin de la mentionner, c'est la série Arrow. Et toujours est-il que voilà, donc d'un côté Dolph Lundgren, qui dans le rôle d'Ivan Drago a été honné par sa terre natale, le fils chéri de la Russie ne l'est plus, et que décidément, oui, il a vécu une vie dure, qu'il est en Ukraine, comme diraient nos frères flamands, ou l'Ukraine pour les gens qui sont plutôt du domaine francophone, et qu'il se sent obligé de vivre sa revanche à travers son fils qui est encore plus fort que lui, c'est un monstre, il travaille dans le domaine prolétaire, et il est d'une force phénoménale, et que donc, la manière intelligente de raconter ce récit, c'est simplement de montrer que, oh non, Adonis, j'avais déjà oublié son nom, Adonis avait perdu ses incroyables capacités à être, il ne savait plus le keep it real en quelque sorte, et qu'il est en train de passer dans le monde du hip-hop, et qu'il boit, etc., qu'il s'occupe de sa famille, que sa famille s'occupe bien de lui, mais qu'il est devenu en quelque sorte plus une star de l'entertainment qu'une star du domaine pugilistique, et que à la fin du deuxième film, il se fait défoncer la gueule sauvagement par le fils d'Ivan Drago. Ce serait la manière correcte de raconter tout ceci. Et donc il fait le retour du comeback, on arrive à briser les attentes d'un public ébahi qui, certes, applaudit quand le combat revient au domaine du comeback et qu'ils prennent des photos avec leur flash, car vous savez, ils sont en train de prendre des selfies de Rocky, et que l'intégralité vous fait penser que, oui, ce n'est pas censément ainsi que l'on est censé arriver à structurer un récit, qu'il ne reste plus aucune forme d'évolution possible. Si c'est ainsi que cela continue, dans Creed 3, il devra se battre contre un champion de boxe kyrillienne quelque part sur Mars. Ce n'est pas impossible, et que ce sera en fait Space Jam 2, mais l'idée de tout ceci, c'est que vous devez arriver à structurer un récit de manière à ce qu'il reste dans l'idée de faire une trilogie de l'espace pour votre protagoniste, quelque part où il peut espérer aller. Et l'intégralité de ce que l'on peut espérer en tant qu'être humain lui est déjà en quelque sorte offert dans cet épisode-ci, où il est père de famille, sa femme a du succès dans le domaine de la musique même si elle est sourde, tout va bien, ils ont une maison, et nanani, il est champion du monde, il a vengé l'honneur de son papa en tuant d'une manière symbolique l'homme qui avait assassiné son père, l'assassin de Creed et non pas l'Assassin's Creed, et que voilà, c'est bel et bien un bateau, ça n'a pas vraiment une grande surprise, car c'est bel et bien ça qu'on est censé trouver dans un contexte comme celui-ci, que les films Rock'n'Roll, vous savez, les films tirés de l'aventure de Rock'n'Roll Bilbao, c'est bel et bien toujours la même chose, et que je pense que ça fait partie du plaisir de tout ceci, vous savez, c'est un film d'underdog, de gens qui d'une manière ou d'une autre vont à Philadelphie, une petite portion de l'Amérique qui est connue pour deux choses, Rocky et Hall & Oates. Et que voilà, la moitié de leur pattern génétique, de ce qui fait qu'ils sont fiers d'être chez eux, c'est un personnage fictif qui n'a jamais réalisé un seul combat, qui n'a jamais réellement gagné un seul match, mais qui, cependant, est le symbole de leur combativité. Ce n'est pas, grosso modo, le mec qui est le fils de champion qui est entraîné dans les meilleurs gyms et qui décide soudain que non, maintenant qu'il doit se battre contre un type du tiers-monde, il va s'entraîner au Mexique, et que ça va lui suffire de redevenir le champion international, le fils favori de l'Amérique, et nanani, nanana, et que paradoxalement, le personnage qui a un arc narratif, qui a une forme de développement, c'est Ivan Drago. Et je ne vous en dirai pas davantage car je vous ai déjà spoilé l'intégralité du film, mais ne soyez pas surpris si je vous dis que c'est une version tiède et médiocre des excellents
d'excellentes idées qui avaient été présentées dans le premier film de Ryan Coogler et que, malheureusement, c'est sans doute aussi pour ça qu'ils l'ont repoussé de quelques mois afin que celui-ci n'ait pas à faire face à une compétition trop rude dans le ring de l'exploitation cinématographique. Nous sommes finis. Nous avons réussi à retomber sur nos pattes. Donc, je vous rappelle que si vous voulez, vous pouvez vous abonner. Si vous ne voulez pas, vous pouvez ne pas vous abonner. Vous pouvez faire ding ding sur la cloche afin de participer au stream. Vous pouvez aussi nous mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez nous mettre un pouce vers le bas. Vous pouvez faire des tas de choses, en fait. Vous pouvez ne faire absolument rien de tout ceci. Vous pouvez boire de l'eau, bien entendu. Vous pouvez boire de l'eau. C'est ainsi que ça se passe dans une émission qui s'appelle, je vous le rappelle, alors même que c'est une émission de critique cinématographique venue de Belgique qui s'intitule, je vous le rappelle, les critiques du cinéma artistique.